Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Vous êtes le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Monsieur le ministre, durant votre quinquennat à la tête de ce département ministériel créé en 2021, il s'est tenu régulièrement des sessions de commissions mixtes de coopération entre États. Nous savons que toutes les commissions se valent, mais lesquelles ont plus retenu votre attention? Bon, déjà, il convient de corriger une chose que j'ai beaucoup entendue pendant les 5 années où j'ai été au ministère de la Coopération et de la Promotion du Partenariat public-privé. On a souvent présenté en fait l'ensemble du département comme étant un département nouvellement créé, ce qui n'est pas exact en fait, parce que il y a peut-être pas beaucoup de nos compatriotes qui savent que la coopération a toujours existé au sein du département du ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. L'innovation faite par le président de la République, en réalité, a consisté à mettre la coopération avec la création de la promotion du partenariat public-privé. Ça, c'est un point important parce que je pense que le chef de l'État a pensé que toutes les questions liées à la diplomatie économique pouvaient aider à faire décoller ce nouveau mécanisme de financement donc de projets et de services publics à travers un mécanisme qui est un système qui permet d'éviter l'endettement. Cela étant dit, pour revenir un peu à la question que vous posez, je peux dire que ce qui est important en réalité, ce n'est pas la commission mixte avec tel ou tel pays qu'il faut retenir, parce que les commissions mixtes en réalité sont des réunions bilatérales qui permettent à 2 États de faire un peu le bilan et d'évaluer le niveau de coopération qui les lie, tant sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan agricole, sur le plan culturel, sur le plan social. En réalité, c'est un ensemble de domaines comme ça qui sont examinés, qui sont évalués en 2 segments. Il y a premièrement un segment avec les experts de chacune des parties qui justement examinent les différents instruments juridiques. Et ensuite, il y a un deuxième volet qui est le segment ministériel où les ministres des 2 parties se retrouvent pour justement évaluer le travail de leurs experts et signer les fameux instruments juridiques qui sont en fait les accords de coopération. Mais sur cette question, vous l'avez dit vous-même, les commissions mixtes en réalité se valent. Pourquoi? Parce que les instruments juridiques que l'on signe sont quasiment identiques dans leur forme. Je m'explique, c'est-à-dire que nous soyons avec l'Angola, avec le Gabon, avec la Chine, les instruments juridiques vont être sur la forme les mêmes. On va signer des accords sur la non-double imposition, des accords pour faire la promotion des investissements, des accords culturels. Mais ce qui est important à retenir, et je pense que c'est peut-être cela l'élément le plus essentiel, vu la question que vous me posez, c'est quels sont les projets qui ont pu être réalisés suite à la signature de ces accords de coopération. C'est ça, en fait, le point important. Et pour être précis dans la réponse à la question que vous me posez, je peux retenir 2 commissions mixtes importantes qui ont permis de faire aboutir des projets concrets. Je prendrai la réunion de la commission mixte que nous avons eue avec les Émirats arabes unis qui nous ont permis donc de signer un accord sur la promotion réciproque des investissements qui a permis derrière la signature d'un contrat en partenariat public-privé avec le groupe Abu Dhabi Port pour réaliser le projet que nous suivons avec eux actuellement. Il s'agit donc de construire donc le 2e terminal à conteneurs à Pointe-Noire, au port, puisqu'il y a déjà donc celui de l'ex-Bolloré devenu AGL aujourd'hui, et de construire un quai multimodal de 800 mètres pour permettre donc l'appontement donc des très grands navires et de ne pas faire en sorte que les navires qui apportent les marchandises restent en rade faute de quai. Ça, c'est un projet important. Et je peux citer le deuxième,
c'est la commission mixte avec la Fédération de Russie qui nous a permis de signer également un contrat important. C'est la réalisation donc de l'oléoduc de Pointe-Noire en passant par Maluku dans sa première phase. Ensuite, nous irons vers une deuxième phase qui ira jusqu'à Oyo et la troisième phase qui ira jusqu'à Ouesso. Mais nous n'y sommes pas encore. Mais au moins aujourd'hui, nous avons au moins signé ce projet sur la première phase. Les études avaient déjà été réalisées en son temps par la Société nationale des pétroles du Congo, puisque avec la société russe Prométhée, ce sont les deux sociétés nationales donc qui constituent la société de projet dans le cadre donc de ce dossier important qui va donc réguler et permettre donc que nous n'ayons plus de pénurie dans le pays, puisqu'il y aura un système donc d'afflux donc de produits blancs à travers donc cet éléoduc. Donc, vous voyez, la commission mixte, dans son principe, permet cela. Mais il faut être également honnête. Nous signons également beaucoup d'accords de coopération qui malheureusement ne sont pas suivis par un certain nombre de projets. Ils sont signés et ils sont mis donc dans les tiroirs et ils peuvent rester comme ça 2, 3, 4 ans et il n'y a pas de projet. Ça, c'est malheureusement la faute des dirigeants que nous sommes, parce que lorsque le ministre de la Coopération signe des accords de coopération, il appartient ensuite donc au gouvernement respectif de pouvoir justement implémenter les projets. Maintenant, les commissions mixtes aujourd'hui, il faut retenir que lorsque je suis arrivé au ministère de la Coopération, en ma qualité de ministre, bien entendu, ne se tenaient plus, c'est vrai, depuis de nombreuses années, et nous n'avions pas une évaluation précise de cette coopération. Et donc, depuis 2021, nous en avons tenu près d'une quinzaine. Je pense que la dernière que nous allons organiser avant la tenue donc de l'échéance présidentielle, nous allons la faire du 19 au 21 février et elle aura lieu à Windhoek en Namibie. Donc ça fait un ratio, si vous regardez, de 3 commissions mixtes par an sur 5 ans, ce qui est pas si mal vu la complexité et la difficulté qui existe justement pour mettre tous les acteurs donc de la coopération des deux parties autour d'une table, faire l'évaluation, préparer les accords, nous mettre d'accord sur l'agencement des calendriers. Donc c'est quand même pas un exercice facile, et je pense que aujourd'hui le Congo a bien réenclenché ce nouveau mécanisme qui est important dans le cadre de la coopération bilatérale. Monsieur le ministre, lors de la session inaugurale le 15 février 2024, le Comité national de coordination de la coopération internationale avait adopté un modèle d'évaluation et de gestion interne de la coopération internationale afin de renforcer la coordination, les efforts entre vos collègues ministres, membres de ce département. Et qu'est-ce qui a grincé? Est-ce que cette feuille de route est régulièrement suivie ou bien il y a eu des écueils? Non, ce comité de coordination de la coopération a été voulu à la demande donc du ministère de la Coopération. Nous avons eu des séances de travail avec Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, justement pour mettre en place ce comité de coordination, parce que en arrivant, nous nous sommes rendus compte que il y avait un problème de coordination, puisque dans tous les différents ministères, il y a des directeurs en charge de la coopération, et nous avions l'impression que la coopération était totalement disséminée. Et je pense que l'idée du président, lorsqu'il a mis en place un ministère de la coopération et de la promotion du partenariat public-privé, son approche était de faire en sorte que cette coopération soit suivie au niveau d'un ministère point focal. Donc, les accords et la coopération devaient être suivis en un ministère bien précis. Et c'était important que justement ce comité de coordination, la coopération, puisse être mis en place. Ça nous permettait de nous retrouver pour faire le point avant justement la tenue donc de ces différentes commissions mixtes pour savoir où est-ce que nous en étions. Bon, il faut constater aujourd'hui que la feuille de route que nous avions mis en place n'est pas suivie, parce que les agendas des uns et des autres font en sorte que ce comité ne se réunisse pas aussi souvent que je le voudrais. Et sur ce point, en termes de coordination de la coopération, on ne peut pas dire que nous ayons réussi. C'est pour l'instant, on va dire, une réussite en demi-teinte, s'il faut dire les choses de façon claire.
Monsieur le ministre, sous la présidence de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, le Congo occupe la coprésidence du Forum sur la coopération internationale sino-africaine, au sigle FOCAC, pour le mandat 2024-2027. Quel travail a été fait depuis que nous sommes à ce poste et quelles sont les retombées, le profit que le Congo peut tirer du FOCAC? Bon, déjà, il faut savoir que le Forum sur la coopération sino-africaine existe depuis de nombreuses années et que son mécanisme de fonctionnement est très bien huilé. Donc, ce n'est pas la coprésidence du Congo qui crée une innovation particulière. Nous bénéficions, c'est vrai, depuis le sommet en 2024 de la coprésidence pour 3 ans, jusqu'en 2027, vous l'avez évoqué, et en 2027, nous transmettrons le témoin à la Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, c'est un mécanisme qui est bien organisé. Je le dis pourquoi ? Parce qu'en réalité, notre coprésidence ne va rien inventer. Par contre, notre position de coprésident peut nous permettre de bénéficier d'un certain nombre de financements prévus par la copartie chinoise sur les thématiques arrêtées année par année, parce que c'est ça le FOCAC en réalité. Il y a souvent une confusion qui est faite entre la coopération bilatérale et le FOCAC. Le FOCAC, c'est de la coopération multilatérale. Ça veut dire que la Chine définit un certain nombre de financements, certains en dons, d'autres en investissement, et définit chaque année une thématique précise qui concerne sa relation avec l'ensemble des pays africains. Je prends un exemple concret. L'année 2026, la thématique retenue, c'est les échanges humains et culturels. Ce qui veut dire en termes concrets que dans le cadre des financements du FOCAC, en 2026, les financements et les dons se porteront dans le secteur des échanges humains et culturels et pas ailleurs. Il nous appartient, nous, gouvernement congolais, de regarder les projets que nous avons déjà qui sont à maturité dans ce secteur précis. Et notre statut de coprésident peut justement faire en sorte que nous sommes en réalité à la décision avec la partie chinoise sur les mécanismes de financement et sur les mécanismes de dons. Nous devons justement profiter de cette position pour avoir une espèce de droit de préemption, je dirais, ou de droit de préférence pour mettre en avant les projets qui nous sont les plus chers et que nous voulons voir exécutés en profitant de ce mécanisme de financement. Et en 2027, nous allons organiser donc le segment ministériel ici à Brazzaville pour transmettre le témoin à la Guinée équatoriale, sachant qu'en 2026, il y aura la réunion des hauts fonctionnaires que nous tiendrons également à Brazzaville pour justement faire une évaluation à mi-parcours. Bon, le Congo en tant que coprésident, c'est notre ambassadeur à Pékin qui assure donc le secrétariat général donc de coordination de l'action au niveau de tous les ambassadeurs et qui permet justement de commencer à faire cette évaluation puisque nous aurons un rapport de transmission à faire et à transmettre à la Guinée équatoriale en 2027. Donc aujourd'hui, l'intérêt que nous pouvons tirer de notre coprésidence, c'est celui-là, c'est de faire en sorte que sur les thématiques retenues, nous ayons déjà des projets à maturité et à faire en sorte que ces projets puissent être financés en respectant bien entendu donc les mécanismes FOCAC. S'agissant toujours de la coopération avec la République populaire de Chine, en marge de la 8e exposition internationale d'importation de la Chine tenue à Shanghai, la République du Congo est devenue le premier pays africain à signer l'accord CADEPA, contrat de partenariat économique pour le développement partagé sur les récoltes précoces. Monsieur le ministre, quels sont réellement les fondements de cet accord et quel avantage pourrait tirer le Congo dans cet accord? Alors, l'accord sur les récoltes précoces, tel que les Chinois l'appellent, que on reprend de façon usuelle en accord CADEPA, c'est un accord que notre pays a signé avec la République populaire de Chine qui va permettre à notre pays, mais à terme à l'ensemble des pays africains de pouvoir exporter
un ensemble de produits que chaque pays produit vers la Chine avec un tarif douanier à taux zéro. Donc, en réalité, c'est un mécanisme qui est avantageux pour nous puisque il nous incite à produire de façon importante puisqu'il s'ouvre à nous un marché de plus d'1,5 milliard de consommateurs et ça donne la possibilité à notre pays de pouvoir donc exporter nos produits vers la République populaire de Chine et de ne pas avoir donc de droits de douane qui vont nous être imposés. C'est bien que vous posiez cette question parce que vous voyez l'importance de ce mécanisme faisant, nous apprenons maintenant que à ce jour, il faut savoir qu'il n'y a que le Congo qui a terminé de bout en bout le processus et je crois savoir que il y a également l'Ouganda qui est aligné pour arriver donc à la fin du processus. Mais dans les prochains jours ou même dans les prochaines heures, vous allez voir que le gouvernement chinois va prendre une mesure exceptionnelle, toujours dans le cadre donc de cet accord CADEPA avec l'Afrique, va permettre à l'ensemble des pays africains de pouvoir bénéficier de cette exonération sur les frais douaniers pour une période de 2 ans. Et cette période de 2 ans, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre à l'ensemble des pays africains donc de se mettre en conformité avec l'ensemble des procédures que le Congo, lui, a déjà réalisées depuis l'année 2025. Donc en réalité, la Chine va même beaucoup plus loin avec les pays africains puisqu'aujourd'hui, nonobstant le fait que les autres pays n'aient pas encore finalisé donc le mécanisme et l'ensemble des procédures, ils vont bénéficier de façon transitoire donc de l'accord CADEPA pendant 2 ans, le temps justement pour eux, comme je vous le disais, de se mettre en conformité, donc de bénéficier donc de cet avantage qui, je préfère le dire parce que il y a des confusions qui pourraient également intervenir, qui ne remet en rien en cause la zone de libre-échange continentale africaine qui, elle, concerne les échanges intra-africains. Donc, l'ASLECAF peut très bien coexister avec le CADEPA. Les deux ne sont pas antinomiques et c'est important de le rappeler parce que lorsque nous avons eu un certain nombre d'échanges, la question s'est posée, parce que je rappelle que cet accord CADEPA a été ratifié par les 2 chambres du Parlement, et donc c'est un projet de loi qui a été ensuite promulgué par le président de la République. C'était l'une des conditions, après les conditions techniques qui avaient été négociées par les experts pour permettre son entrée en vigueur, qui se fera, je crois, autour du 1er avril 2026. Donc les 2 mécanismes ne sont pas contraires, ils peuvent très bien fonctionner. Donc vraiment, c'est un avantage important et vous allez voir dans les tout prochains jours, nous allons recevoir ici à Brazzaville la délégation de la province de Hunan et dans cette délégation, il y a des experts justement de la question qui vont venir pour voir comment est-ce que un certain nombre de sociétés congolaises peuvent déjà identifier le type de produit qu'elles pourraient exporter vers la Chine dans le cadre justement de l'application de cet accord CADEPA. Monsieur le ministre, au-delà de cette coopération avec la Chine, le Congo multiplie les coopérations tous azimuts avec certains pays qualifiés de pays du Sud. Qu'en est-il exactement? La coopération sud-sud. Bon, la coopération sud-sud, elle a toujours existé. Moi, personnellement, je ne vous cache pas que je fais partie de ceux qui pensent que elle n'est malheureusement pas assez intensifiée. Nous avons toujours, je sais pas, entre nous Africains, je dirais même ce vilain réflexe de toujours aller chercher la coopération vers les pays occidentaux, alors que nous avons énormément de pays africains qui ont énormément de potentiel. C'est même l'une des raisons pour lesquelles, si vous regardez un peu le ratio des commissions mixtes que nous avons eu à organiser depuis 2021, nous en avons organisé beaucoup plus avec les pays africains parce que je pense personnellement que nous avons entre nous un échange d'expériences très important à faire valoir. Et je tiens à rappeler d'ailleurs que dans mon calendrier de travail, j'avais prévu organiser
avant 2026 une conférence sur la coopération sud-sud ici à Brazzaville, mais malheureusement un certain nombre de contingences internes ne m'ont pas permis de l'organiser, mais c'est un projet que je continue à ambitionner parce que je pense que c'est important de pouvoir faire en sorte que la coopération sud-sud puisse prévaloir. Maintenant, aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui arrivent donc à développer un certain nombre d'échanges. Nous, en ce qui concerne notre pays, nous ne le faisons pas suffisamment, ce qui est un tort, et je pense que c'est un chemin vers lequel nous devons nous engager de façon beaucoup plus prononcée. Monsieur le ministre, vous l'avez évoqué en introduction, le Congo a signé un partenariat avec Abu Dhabi Port et en même temps avec la société Airways pour Abu Dhabi Port pour le développement du quai, comme on l'a dit, multimodal, et avec Airways pour le développement des zones industrielles à Pointe-Noire et à Ouissou. Ces deux partenariats sont-ils un peu avancés et où les retombées sont visibles actuellement? Bon, en réalité, il s'agit pas tout à fait de la même chose. Je vous ai évoqué la situation avec Abu Dhabi Port dans le cas donc d'un projet issu donc des travaux d'une commission mixte qui a permis la signature d'un contrat en partenariat public-privé que nous avions même signé ici à Brazzaville pour permettre justement donc la construction d'un nouveau terminal à conteneurs et d'un quai multimodal au niveau donc de Pointe-Noire. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a dans la politique du chef de l'État le développement des zones économiques spéciales. Vous savez que nous en avons 4. Nous avons Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo-Olombo et Ouesso. Chacune d'elles donc est organisée autour donc d'activités économiques bien spécifiques et bien distinctes. En ce qui concerne le contrat que nous avions avec le groupe Euraise, il s'agissait en réalité de deux choses. La première, c'était donc de faire l'aménagement de l'emprise A, donc de la zone économique spéciale de Pointe-Noire à Luango, pour déjà regarder quels étaient les espaces où nous avions organisé les déplacements donc des populations pour pouvoir aménager la zone. À ce niveau, aujourd'hui, nous travaillons avec donc le ministre Jean-Marc Tister-Tchikaï, qui est ministre donc chargé donc des zones économiques spéciales et qui, je le rappelle, est le point focal de ce dossier au niveau du gouvernement. Mais nous travaillons en très très bonne synergie et nous échangeons beaucoup des informations. Et aujourd'hui, on peut vous dire que l'aménagement de cette emprise A est terminé et il y a déjà deux industries qui sont en train de s'y installer. L'objectif recherché, d'abord, il faut le dire, c'est que les zones économiques spéciales sont des zones franches. Donc, les investisseurs qui vont développer leurs activités là en s'y installant vont bénéficier des dispositions contenues dans la loi qui organise les zones économiques spéciales avec des tarifs douaniers et fiscaux très avantageux, justement pour inciter l'investissement. Aujourd'hui, sur cette première phase, nous sommes très avancés. Un dernier écueil subsistait, c'était le coût du kilowattheure, justement pour permettre aux entreprises de pouvoir s'installer convenablement parce que le coût de l'électricité était trop onéreux. Et un accord vient d'être signé entre EKRC et le groupe Euraise pour que désormais il y ait un tarif qui soit fixé pour les entreprises qui vont s'installer au niveau de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Je pense qu'il doit se situer autour de 18 francs CFA le kilowattheure. Et c'est justement ce qui manquait à ces différents investisseurs pour justement venir s'y installer. Je crois qu'aujourd'hui, cela étant fait, ce projet va connaître un développement encore plus rapide. Monsieur le ministre, vous avez accompagné le président de la République en Italie. Dans le cas du plan Maté, l'Italie a tenu un discours pour le développement de l'Afrique. Qu'est-ce que le Congo a ramené dans ses valises de ce voyage?
Bon, le plan Mattei, vous l'avez dit, est une vision du gouvernement italien pour essayer de harmoniser en réalité ses relations avec l'Afrique, disons les choses clairement, pour trouver des solutions pour endiguer l'immigration de l'Afrique vers l'Europe. Plan Mattei pour l'Afrique, c'est ça. Et je le trouve même, à mon avis, très ingénieux parce que en réalité, il est pris dans le bon sens. Il est pris dans le bon sens parce que pour éviter les mouvements de population de nos frères africains vers l'Europe, parce que ils vont y trouver là-bas une espèce d'Eldorado, il faut créer les conditions ici, justement, dans un certain nombre de secteurs pour fixer les populations. Et je pense que le plan Mattei pour l'Afrique répond à cette problématique en disposant de certains financements dans plusieurs secteurs pour essayer de créer les conditions de développement dans nos pays pour éviter que les gens aient besoin donc de faire ces déplacements vers l'Europe. En ce qui concerne le Congo, le président de la République avait arrêté un certain nombre de secteurs prioritaires pour lui. C'était l'hydraulique, l'assainissement, l'énergie et la santé. Et aujourd'hui, on peut dire que nous travaillons au niveau du gouvernement sur l'ensemble de ces 4 thématiques. Et sur les 4 thématiques, il y en a une, il faut le reconnaître, qui est plus avancée que les autres, c'est le volet de la santé, puisque lorsque nous étions avec le président de la République en Italie, en marge du sommet Italie-Afrique, nous avions signé un protocole d'accord avec une société italienne qui est justement spécialisée dans le domaine de la santé, qui se proposait donc d'accompagner le gouvernement dans le cadre donc du développement et de l'installation d'un certain nombre de matériels médicaux donc dans nos différents établissements sanitaires. Et à la suite de la signature de ce protocole, nous avions signé avec le ministre italien en charge de la coopération un accord pour permettre justement d'obtenir un certain nombre de financements dans le cadre du plan Mattei de notre coopération bilatérale pour accompagner justement cette politique sanitaire. Et cet accord a été ratifié par les 2 chambres du Parlement, ce qui a permis donc de le déclencher de façon effective. Et nous en avons les retombées aujourd'hui, puisque un certain nombre de financements ont été mis à la disposition donc de cet opérateur à travers ce mécanisme. Et aujourd'hui, nous avons près de 9 centres sanitaires qui sont en train d'être réhabilités et d'être équipés. Il y a quelques semaines, nous avons reçu une délégation de 2 membres du gouvernement italien, le ministre de la Santé et le ministre en charge de la coopération, qui sont venus à Brazzaville. Je pense que vous avez peut-être vu les images, puisque ils ont été reçus et par le premier chef du gouvernement et par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous avons été visiter 2 des structures, l'hôpital général Mère et Enfant Blanche Gomez et l'hôpital de Makelekele, où il y avait déjà un certain nombre d'équipements qui avaient été installés et un certain nombre de réhabilitations qui étaient en cours. Et ça nous a permis justement d'évaluer le travail qui se fait dans le cadre de ce plan Mattei dans le domaine de la santé. Et au niveau du gouvernement, nous avons tenu quand même à mettre en place, conformément à l'accord que nous avons signé, un comité de pilotage qui aujourd'hui comprend le ministère de la Coopération, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, l'agence de coopération italienne et l'ambassadeur d'Italie, justement pour nous permettre de nous assurer que les financements qui sont mis à disposition dans le cadre de ce projet dans le domaine sanitaire sont réellement affectés à cela, puisque c'est une condition suspensive de décaissement de fonds. Donc, tant que le comité de pilotage constitué par l'ensemble de ces personnes que je viens de vous indiquer ne fait pas la preuve que les fonds initialement décaissés ont réellement servi à ce projet, l'agence de coopération italienne ainsi que l'établissement financier italien Casa Deposi ne met pas à disposition les fonds. Donc, nous sommes
tout à fait à l'aise dans le cadre de ce projet. Et nous allons faire en sorte que les autres secteurs, qui, je le rappelle, ont été identifiés par le président, puissent être hissés au même niveau. Et nous allons tout faire dans les prochains mois, je l'espère, pour les faire évoluer également. Avant de terminer, Monsieur le ministre, vous avez parcouru les capitales du monde pour nouer des partenariats, signer des accords. Mais concrètement, sur le plan national, est-ce que votre département ministériel a eu comme un feedback entre vous et les investisseurs nationaux? Bon, c'est une belle question que vous me posez en guise de conclusion. Ça me permet quand même de rappeler quelque chose. Voyez-vous, le ministère de la Coopération, en lui-même, énoncé comme ça, est déjà très, très transversal. Parce que, quel que soit le département ministériel, à tous les niveaux, il y a de la coopération. Déjà. Alors, lorsqu'on y adosse le partenariat public-privé, il devient doublement transversal. Ce qui veut dire que, rien qu'à ce titre, le ministère est en relation avec un grand nombre d'investisseurs. Mais sa transversalité fait également en sorte qu'il n'est pas seul à être en contact avec les investisseurs. Le ministère des Finances est en contact avec les investisseurs, le ministère de l'Économie et du Plan, le ministère de l'Industrie, le ministère des Zones économiques spéciales et bien d'autres. Mais ce qui est important, c'est de justement, à notre niveau, de créer la cohésion pour que l'ensemble de ces investisseurs qui peuvent être en relation avec chacun d'entre nous puissent trouver sa place pour que il ait le sentiment, premièrement, de vouloir réellement investir, deuxièmement, qu'un environnement soit créé dans le pays pour que il ait le sentiment que ces investissements sont protégés au Congo. Et troisièmement, comme tout investisseur, il doit avoir le sentiment qu'en investissant, il va gagner de l'argent. Maintenant, si vous me posez la question de savoir, est-ce que dans le cadre de cette cohésion, dans le cadre de ces conditionnalités, nous avons réussi à créer cette effectivité, je vais vous dire que nous n'avons pas totalement réussi parce que nous nous rendons compte que les investisseurs, certains rechignent encore à venir dans notre pays. Donc, on doit être conséquent avec nous-mêmes et nous dire que s'il y en a qui n'arrivent pas encore à venir dans le pays, c'est bien parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont encore pas au niveau. Et c'est à nous de travailler pour créer justement les conditions pour mettre les choses au niveau. Je vais vous prendre un point précis. Vous l'avez dit vous-même, que je suis en contact avec de nombreux investisseurs. Ce qui veut dire que ce soit dans le cadre donc de réunions formelles ou de réunions informelles, j'ai des investisseurs qui me parlent et qui me disent des choses qu'ils ne peuvent pas toujours dire dans les réunions formelles. Mais il y en a énormément qui m'ont dit que lorsqu'ils arrivent au Congo, mais parfois ils peuvent rester une semaine dans un hôtel, ils n'arrivent pas à finaliser un certain nombre de rendez-vous. Ils n'arrivent pas à rencontrer les autorités. Il y a un certain nombre d'embûches, un certain nombre d'entraves qu'ils rencontrent justement pour faire avancer leur dossier. Et comme on dit, de guerre lasse, ils plient bagages et ils s'en vont. Mais le danger de cela, c'est que cet investisseur que nous n'avons pas su choyer, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, nous n'avons pas su choyer celui-là qui aurait pu nous accompagner pour 1, 2, 3, 4, 5 et je ne sais 10 projets importants. Lorsqu'il se retrouve à l'extérieur et qu'il est en discussion, admettant avec un autre investisseur qui va lui dire « Ah, mais vous savez, moi, j'ai un contact pour aller travailler au Congo, je vais aller faire tel projet. » Mais vous pensez que celui qui vient d'être échaudé au Congo, qu'est-ce qu'il va lui dire autour d'un café ou d'un déjeuner ou même d'un dîner? Il va lui faire part de l'expérience malheureuse qu'il vient de vivre au Congo et peut-être que celui-là qui voulait venir dans notre pays, finalement se dire si c'est ça le Congo, je n'y vais pas. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup plus attention. Les investisseurs sont
très porté sur notre pays parce que nous avons un avantage qui est assez rare lorsqu'on regarde les différentes situations dans le monde, les différentes mutations sur le plan géopolitique, sur le plan international. Notre pays, le Congo, est quand même un pays aujourd'hui où il y a une stabilité qui est prouvée, où il y a la paix, on peut aller du nord au sud, d'est en ouest, et on peut y développer ses affaires. Maintenant, les difficultés d'ordre administratif, le climat des affaires, comme on le dit de façon triviale, qui soi-disant n'est pas assaini. Là, j'ai un point de vue un peu nuancé. Je crois que le climat des affaires est suffisamment assaini parce que les normes et les textes ont été pris au niveau du gouvernement. Je pense que ce que nous devrions corriger dans le pays aujourd'hui, c'est plutôt les mentalités de ceux qui sont dans les rouages. Parce que justement, les embûches dont je vous parlais, c'est le contact avec le cadre. Que ce soit dans nos ministères, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans les directions générales. C'est à ce niveau-là que les choses grippent. Et si nous réussissons à amener la mentalité qu'il faut face à l'investisseur, je pense que le Congo a toutes les chances pour décoller, parce que qu'est-ce que nous n'avons pas? Le président parle de l'agriculture au sens large tous les jours. On sort là d'une première édition de la grande foire agricole donc du Congo, la fameuse GFAC. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons les mines. Nous avons énormément d'atouts et d'avantages que nous pouvons mettre en avant pour attirer les investisseurs. Et je voudrais peut-être terminer en disant ceci. Lorsque je suis arrivé au ministère de la Coopération et de la Promotion du Partenariat Public-Privé, j'ai entamé, quelques mois après ma prise de fonction, un certain nombre de conférences qui avaient pour terme Congo, terre d'opportunité. Nous sommes allés au Maroc, nous sommes allés à Abu Dhabi, à Dubaï, à Londres. Et au cours de ces conférences Congo, terre d'opportunité, vous pouvez regarder, je pense que les images existent, nous présentions les différentes opportunités de notre pays et on présentait également le plan national de développement sur ces 6 piliers. On présentait ça à un parterre d'investisseurs et je peux vous garantir que partout où nous sommes allés, les investisseurs étaient là. Ils venaient nous écouter. Ils écoutaient et lorsqu'on finissait la grande conférence, nous avions maintenant des réunions B2G puisque de nombreux investisseurs demandaient à rencontrer le ministre justement en fonction donc des potentialités qu'on avait présentées. Ils étaient intéressés à de nombreux secteurs. Mais nous sommes arrivés très rapidement à une conclusion. C'est que lorsqu'on se retrouve face à des investisseurs qui s'intéressent à un certain nombre de secteurs et qui veulent venir investir, que ce soit à travers le partenariat public-privé ou sous la forme d'un investissement direct étranger, mais très souvent, nous sommes confrontés à une difficulté qui est inhérente en réalité à notre propre pays, c'est que sur un certain nombre de projets, nous n'avions pas d'études. Il était difficile pour moi en tant que ministre de la Coopération et des PPP de continuer à faire le tour du monde en présentant des potentialités, en présentant des secteurs de PND où il n'y avait pas d'études. Puisque vous trouverez difficilement un investisseur qui va vous dire « Bon, mais je vais vous financer vos études et le projet, même si c'est en PPP. » Très souvent, ils sont dispensés à financer des projets. C'est ce que de nombreux pays africains font d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et bien d'autres. Vous avez les études que vous présentez avec une étude de rentabilité et l'investisseur apporte la ressource que l'État n'a pas puisque nous sommes dans des situations d'endettement assez prononcées et c'est l'investisseur en réalité qui finance le projet. C'est l'intérêt du partenariat public-privé. C'est une grosse alternative à l'endettement que nous n'avons pas suffisamment utilisé ces 5 dernières années. Je le déplore, mais j'espère, puisque nous avons une loi du 30 décembre 2022 sur les PPP, que nous allons utiliser cet instrument parce que c'est l'instrument par excellence qui va nous permettre de faire des investissements, de développer les services et d'être une réelle alternative à l'endettement pour ne pas que les ressources que nous n'avons pas au niveau donc du trésor public pour investir
parce qu'on ne peut pas investir dans tout, on est obligé de faire des choix, mais les autres secteurs où on ne peut pas investir directement, on peut utiliser les IDE ou les PPP. On ne l'a pas suffisamment fait, il va falloir le faire beaucoup plus, moi je milite là-dessus. Et pour revenir justement sur ce que je vous disais, les conférences Congo Terre d'opportunité, nous avons dû les arrêter pour cette raison-là. Mais je vous ai pris cet exemple pour simplement vous montrer que l'intérêt existe. Les potentialités, nous les avons. Les investisseurs souhaitent venir, c'est simplement à nous de créer les conditions pour mieux les attirer chez nous et de ne pas être dépassés par nos pays voisins, parce que si nous ne faisons pas attention, c'est ce qui risque de nous arriver et plus vite que nous ne le pensons. Nous vous remercions, Excellence, Monsieur le Ministre, pour ce tour d'horizon des 5 années passées à la tête de ce département ministériel. Merci beaucoup pour cet entretien.